Buenas tardes. Empiezo ya con la presentación del doctor Glady, que por cierto muchísima gente le llama Gladys, y no, es Gilbert Glady, terminado en Y. Es doctor en medicina en 1977, diploma universitario en homeopatía en 1981 en la Facultad de Medicina de Besançon. De naturoterapia también en 1983 por la Universidad París Norte. Formación universitaria en neurociencia en la Universidad de Estrasburgo. Médico interno en oncohematología en el Centro Hospital Universitario de Estrasburgo. Director de enseñanza del diploma de medicina naturista en la Universidad de París Norte a partir del año 2000, varios años. Microinmunoterapia y bioinmunogenética. Je suis tout à fait ravi de pouvoir, même à distance, vous parler aujourd'hui d'une méthode qui me tient à cœur, puisque c'est moi qui l'ai mise au point depuis maintenant une bonne douzaine d'années, et dont je souhaite un petit peu vous entretenir dans ces prochaines minutes. J'ai intitulé ma présentation l'épigénétique au service de la médecine intégrative, car comme vous allez vous en rendre compte, l'épigénétique va être au centre de ce qui va se passer. Buenos días, estoy encantado a pesar de la distancia de hablarles hoy de un método que yo mismo he puesto a punto hace varios años y espero entretenerles los próximos minutos. Lo he titulado Epigenética porque, como verán, va a ser el centro de lo que ocurre. Alors, une première définition s'impose, bien entendu. Qu'est-ce que la médecine intégrative ? Il en existe une définition officielle dans le manuel MSD, que la plupart d'entre vous connaissent sûrement. Il s'agit d'une approche thérapeutique combinant les acquis de la médecine conventionnelle et traditionnelle, qui utilise toutes les approches thérapeutiques appropriées, conventionnelles ou non, en privilégiant la relation médecin-malade et la prise en charge globale du patient. On a donc là plusieurs mots importants. Il s'agit de médecine conventionnelle, il s'agit de médecine traditionnelle, d'une approche thérapeutique et surtout la notion de prise en charge globale du patient. Se impone primero una definición de la medicina integrativa. La oficial es un acercamiento terapéutico que combina lo adquirido de la medicina convencional y tradicional con todas las terapias apropiadas, privilegiando la relación médico-enfermo y la toma en cargo global del paciente. Sobre todo, insisto en esto último. Vous avez sur cette diapo un résumé un peu de ce que je viens de vous dire au niveau de la définition, avec quelques éléments supplémentaires. Donc, Western Medicine, c'est la médecine occidentale, je veux dire, on va dire conventionnelle, au même titre que la médecine allopathique. Et puis ensuite, vous avez un certain nombre d'autres approches. Celle qui nous intéresse, nous, c'est celle en bas à droite, la médecine régénérative. Es un resumen de lo que acabamos de hablar con alguna suplementación como la medicina homeopática de igual peso que la alopática. Pero lo que merece interés es abajo a la derecha, la medicina regenerativa. Bueno, era de la anterior diapositiva. Vale. Aquí también la integración... Là aussi, vous voyez cette espèce d'intégration que réalise ce concept de médecine intégrative entre la médecine conventionnelle d'un côté et des médecines dites alternatives, complémentaires, etc., où vous avez toute une liste qui est indiquée dans la partie jaune de la diapo. Aquí también la integración con una lista de medicinas alternativas. J'aimerais bien vous lire là un extrait d'article qui est paru
dans la revue Médecine intégrative, Médecine du futur, et qui remonte à avril 2017, sous la plume d'Éric Cazin, qui définissait la médecine intégrative de la manière suivante. Il s'agit d'un modèle médical qui propose des traitements multidisciplinaires à l'aide d'outils diagnostiques et thérapeutiques multiples dans le respect des choix du patient et de ses particularités. Me gustaría nombrarles un artículo aparecido en abril 2017 en Salud y Bienestar, donde Éric Cazin definía la medicina integrativa como un modelo médico que propone tratamientos multidisciplinares con la ayuda de herramientas diagnósticas y terapéuticas múltiples, respetando la elección del paciente y sus particularidades. Aquí también la noción de multidisciplinaridad, pero las herramientas diagnósticas son indispensables para hacer un tratamiento correcto. On retrouve là aussi la notion de multidisciplinarité, mais aussi les outils diagnostiques. Je crois que ça, c'est un élément que je tiens à souligner d'emblée, c'est la notion qu'il, pour faire un traitement de médecine intégrative correct, approprié, il faut au départ un diagnostic approprié lui aussi. On a vu au départ cette notion d'approche globale du patient, donc son corps, bien entendu, son mental, son esprit. Oui, je pense qu'on peut différencier le mental et l'esprit. Et puis, bien entendu, aussi l'environnement. Para una aproximación global de un paciente se ha de contemplar lo físico, lo mental y lo espiritual. Opino que se puede diferenciar lo mental y lo espiritual y su entorno medioambiental. Qui est en fait déjà un peu le support de ce que nous verrons après sous l'appellation épigénétique. En ce qui me concerne personnellement, l'approche que j'ai de la médecine intégrative va être la représentation d'un modèle d'approche médicale qui est capable de connecter entre elles diverses méthodes à visée diagnostique et ou thérapeutique qui soient toutes en mesure d'interagir chez un même individu. En lo que a mí concierne, la medicina integrativa es un modelo capaz de conectar diversos métodos, entre ellos con un fin diagnóstico y terapéutico, cuya acción sea en un mismo sujeto. Y puedo añadir que se trata de utilizar lo que mejor le convenga al paciente. Et là, vous voyez, je n'ai pas spécialement précisé méthode conventionnelle, non conventionnelle. En fait, il s'agit d'utiliser ce qui convient au mieux pour un patient donné. J'ai intitulé mon intervention « L'épigénétique au service de la médecine intégrative ». Alors, qu'est-ce que c'est que l'épigénétique? Là aussi, je me réfère à une définition que j'ai tirée d'un article de la revue Futura, et où l'épigénétique est présentée comme l'étude des changements dans l'expression des gènes qui se produisent sans altération de la séquence d'ADN. Ces changements peuvent être d'origine héréditaire ou bien être induits par des facteurs environnementaux tels que le régime alimentaire, le tabagisme, le stress ou encore le contexte social. Otra definición se impone. ¿Qué es la epigenética? Un artículo de la revista Futura la describe así. Es el estudio de los cambios en la expresión de los genes que se producen sin alterar la secuencia del ADN. Estos cambios pueden ser hereditarios o bien inducidos
por factores medioambientales como la dieta, el tabaco, el estrés, el entorno social. J'ai bien aimé cette petite diapo, là, c'est pour ça que je vous l'ai mise également dans ma présentation, et qui présentait l'épigénome comme le chef d'orchestre de notre partition génétique. C'est évoquer le génome comme une partition génétique, je trouve ça intéressant. Me gusta esta diapositiva porque representa el epigenoma como un jefe de orquesta de nuestra partitura genética. Esta comparación me parece muy interesante. Et je pense que, si on peut dire, l'avenir appartient à l'épigénétique. Et comprendre de mieux en mieux notre épigénome va également permettre au fur et à mesure de révolutionner la médecine préventive. Et ceci parce que le chef d'orchestre de l'ADN, donc cet épigénome, est influencé par nos comportements et notre environnement. Ce qui veut dire que on pourra réellement avoir le pouvoir d'agir sur la santé en amont de la maladie, en amont des désordres, en amont des lésions. Opino que la comprensión de nuestro epigenoma promete una revolución de la medicina preventiva. En efecto, ya que el jefe de orquesta del ADN está influenciado por nuestros comportamientos y nuestro entorno, significa que podríamos realmente tener el poder de actuar sobre nuestra salud en la prevención del desorden de la enfermedad. Selon l'écrivain David Schenck, l'héritage épigénétique est la pièce manquante de l'adaptabilité humaine. On connaissait déjà de mieux en mieux l'ADN, l'ARN, le code ADN qui est vraiment impliqué dans l'évolution d'un individu et qui peut évoluer en une seule génération en fonction du comportement des parents de cet individu et des ancêtres et de ses ancêtres. Donc, on pourrait aussi, à partir de là, en déduire, mais bon, on est donc prédéterminé. Il y a des gens qui ont écrit là-dessus, sur le prédéterminisme, auquel nous ne pouvons donc quasiment pas échapper. Eh ben non. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons choisir quelle musique nous voulons jouer. Según el escritor David Schenck, la herencia epigenética es la pieza que falta en la adaptabilidad humana. Hoy sabemos que la evolución puede influir en el código ADN de un individuo en una sola generación, en función del comportamiento de sus padres y de sus antepasados. ¿Pero estamos predeterminados? Pues no. La buena noticia es que podemos elegir la música que queremos tocar. L'orchestre, dont il a été question tout à l'heure. Et nous voyons ici comment dirais-je, un timing, une espèce de timing qui est extrêmement intéressant. Quand vous regardez la sélection naturelle, selon la loi d'évolution de Darwin, elle a mis des millions d'années à se mettre en place. L'épigénétique, elle, a besoin déjà de moins de temps. Il est question de siècles, de quelques générations, de quelques décennies. On est déjà donc nettement dans un rapport au temps beaucoup plus raccourci par rapport à la sélection naturelle. La sélection naturelle qui, je vous le rappelle, a fait que, voilà, peu à peu, c'est l'Homo sapiens qui s'est dégagé de toute cette
de toutes ces sélections qui se sont faites au niveau de l'univers. L'épigénétique donc va réguler tout ça, et au niveau de l'épigénétique, un élément qui est très important dans cette régulation, c'est la neuroplasticité, qui elle met quelques années, voire quelques mois, parfois quelques jours, à se mettre en place. Donc on est encore nettement raccourci dans le temps. Pour arriver sur quelque chose qui est de l'ordre presque de l'instantané, qui est l'homéostasie cellulaire, moléculaire, où les événements se déroulent entre quelques secondes et quelques heures. Aquí vemos un timing para ver la selección natural en el curso de millones de años. Sin embargo, la epigenética ha puesto menos tiempo, cuestión de siglos, generaciones, decenas de años. La natural ha permitido desgajar al Homo sapiens. La epigenética va entonces a regular todo esto, y lo más importante es la neuroplasticidad, porque en cuestión de años, meses, días, para finalmente llegar a la instantaneidad. Es cuestión de horas, minutos y segundos. Se trata de la homeostasis. De manière très concrète et basique, ces modifications sont matérialisées par des marques biochimiques, dont les mieux caractérisés sont les groupes en méthyle, qui sont apposés par des enzymes spécialisées au niveau de l'ADN, ainsi que de diverses modifications chimiques sur des protéines qui structurent l'ADN, à savoir les histones. Estas modificaciones están materializadas por marcadores bioquímicos. Los mejor caracterizados son los grupos metilo, CH3, engarzados en el ADN por enzimas especiales, así como diversas modificaciones químicas sobre proteínas que estructuran el ADN, o sea, las histonas. Donc, vous avez ici un petit schéma qui résume ça très bien. Comment les mécanismes épigénétiques affectent la santé. Eh bien, on voit cette méthylation de l'ADN, de la chromatine, et on voit l'impact des histones au niveau des gènes. Aquí vemos cómo los mecanismos epigenéticos afectan la salud. Vemos la metilación del ADN, de la cromatina y el impacto de las histonas a nivel de los genes. Et puis, il y a les ARN non codants, beaux comme des soleils, et que j'aime pareil. J'ai repris un peu là un petit extrait d'une chanson de Jacques Brel qui s'appelait Ces gens-là. Les ARN non codants. Y además están los ARN no codificantes, hermosos como soles, que tanto aprecio, como muy bien dice la canción de Jacques Brel. Là, vous avez une classification tout à fait classique, habituelle de ces ARN non codants, qui grosso modo sont divisés en deux grands sous-groupes, si on veut. D'une part, les petits ARN non codants. Aquí vemos la clasificación clásica de estos ARN no codificantes, que se pueden dividir groseramente en dos grupos, pequeños y grandes. D'autre part, les longs ARN non codants, donc beaucoup plus grands. Donc, la première classification, elle est tout simplement liée à la taille. Alors, ces ARN non codants, si on continue à imaginer notre orchestre, eh bien, eux, ce sont les musiciens qui vont moduler la partition génétique.
Bien, pues si volvemos a esa partitura, vemos que los ARN no codificantes son los músicos responsables de la puesta en marcha de la música. Son los que modulan la partitura. C'est eux qui vont, en fait, être responsables de la mise en musique et qui vont la jouer. Quand on parle d'un ARN non codant, on parle d'un régulateur principal du génome qui contrôle les processus cellulaires les plus fondamentaux. Donc les ARN non codants vont jouer un rôle important dans la régulation des gènes, en agissant comme des modificateurs épigénétiques à même de réguler fortement l'expression de ces gènes. Et de cette façon, les ARN non codants sont impliqués dans un large éventail de maladies humaines, telles que le cancer, les maladies cardiovasculaires, les infections neurologiques dégénératives, les maladies métaboliques. El ARN no codificante es el regulador principal del genoma. Controla los procesos celulares más fundamentales. Tienen un rol importante en la regulación de los genes. Actúan como modificadores epigenéticos para regular fuertemente la expresión de los genes. Están implicados en un gran abanico de enfermedades humanas, sobre todo el cáncer, enfermedades cardiovasculares, degenerativas, neurológicas y metabólicas. Ici, vous avez une représentation générale de la régulation épigénétique de l'expression génique, et je vous ai entouré et montré avec une flèche la place des ARN non codants. On a parlé déjà tout à l'heure de la méthylation de l'ADN, des modifications d'histones, qui, bien entendu, fonctionnent par ailleurs. Aquí he señalado el lugar de acción de estos ARN no codificantes en la región epigenética de la expresión génica, o sea, metilación del ADN, modificación de histonas. Là, une diapo qui vous montre un peu qui vous donne un peu une idée en fait de ce que peut faire cette épigénétique, c'est-à-dire comment est-ce qu'elle va intervenir entre le génome, qui ici est donc à gauche de l'image, et qui va être influencé d'une part éventuellement par des mutations spontanées qui peuvent être donc transmises également, ou qui sont liées au sexe, qui sont liées à l'âge, qui sont liées à certains états physiologiques. Et puis vous avez des mutations induites précisément par les facteurs extrinsèques de l'épigénome, des facteurs nutritionnels, des facteurs environnementaux in utero, donc pendant la gestation, des conduites d'élevage, c'est-à-dire en fait d'éducation, de mode de vie qu'on apprend à l'enfant, voilà. Le stress, tous les différents types de stress possibles. Évidemment, des expositions à des agents toxiques en font partie également. Et puis le changement climatique, au sens très large du terme, est également impliqué dans cette variabilité épigénomique. Et tout ça, en fait, va amener à différents types d'expression du génome qui vont correspondre à différents phénotypes. Aquí hablamos de la contribución del epigenoma a la variabilidad de los fenotipos. Muestra la idea de lo que puede hacer la epigenética, cómo interviene con el genoma
a su vez influenciado por transformaciones transmitidas o bien adquiridas por factores extrínsecos, intraútero, nutrición, educación, estrés, exposición a tóxicos, cambios climáticos y también factores intrínsecos como el sexo, la edad, el estado fisiológico. Todo eso acarrea una distinta expresión del genoma y de distintos fenotipos. Le phénotype, je le rappelle, c'est ce que nous sommes au jour le jour, c'est la façon dont nous nous présentons par rapport aux autres, notre morphotype, notre comportement, nos habitudes, notre état de santé, etc. C'est ce qu'on va appeler le phénotype. Alors, quelle est la place de la Big Med dans ce que je viens de vous exposer? La Big Med, c'est l'abréviation de biomédecine immunogénétique. Il s'agit d'une méthode médicale, donc on est bel et bien dans la médecine intégrative, selon la définition qu'on en avait donnée tout à l'heure, qui relève en tout premier lieu de la médecine moléculaire. J'ai commencé à développer, on va dire, depuis voilà, un peu plus d'une douzaine d'années. Elle s'appuie sur des bilans biologiques approfondis qui vont permettre d'étayer le diagnostic d'une maladie suspectée au niveau clinique. On en revient à cette importance du diagnostic. Et un diagnostic qui soit réalisé à l'aide d'un certain nombre de tests objectifs et reconductibles. ¿Qué es la Big Med? Bioinmunogenética es un método médico que se apoya en primer lugar en la medicina molecular, desarrollado por mí desde el año 2010. Se basa en balances biológicos profundizados que permiten dar un diagnóstico de una sospecha de enfermedad a nivel clínico y construir las bases de un tratamiento ulterior. El diagnóstico se apoya en test objetivos y reproductibles. De hecho, él insiste mucho en eso siempre. Et puis ensuite, elle va, sur la base de ce diagnostic, développer un traitement ultérieur. Concernant ce fameux diagnostic, il y a différents types d'investigations biologiques qui sont, pour ainsi dire, systématiques dans nos bilans. Le typage lymphocytaire, le profil protéique, un certain nombre de sérologies virales, ainsi que de multiples autres paramètres qui vont varier en fonction des pathologies suspectées. On va rechercher des allergènes, par exemple, on va rechercher des auto-anticorps, on va chercher à identifier certains types de troubles métaboliques, etc. Los test sistemáticos son el tipaje linfocitario, el perfil proteico, serologías virales y otros parámetros que varían en función de la sospecha de patologías, autoanticuerpos, trastornos metabólicos, marcadores celulares en cancerología, etc. On va mesurer des marqueurs cellulaires en cancérologie également. Là, vous avez un exemple à droite d'un typage lymphocytaire. Donc on va mesurer un certain nombre de populations lymphocytaires dont l'expression et la variation va nous permettre d'orienter le diagnostic vers un état de maladie. El tipaje linfocitario nos va a permitir elaborar un diagnóstico a nivel celular y el perfil proteico a nivel molecular. La même chose à gauche, un profil protéique d'orientation, le mot le dit bien, il oriente le diagnostic au niveau, cette fois-ci, moléculaire. Ici, il s'agit des molécules immunitaires, alors qu'à droite, il s'agissait des cellules immunitaires. On a donc affaire à une démarche biologique
qui est caractérisé par son approche globale, visant à déterminer de manière précise, ou mettons la plus précise possible en tout cas, un spectre très large de mécanismes biologiques perturbés, ceci dans le cadre d'une pathologie qu'on a identifiée chez un patient. Este planteamiento biológico se caracteriza por ser global y trata de determinar de manera muy precisa el espectro más grande posible de los mecanismos biológicos perturbados en el contexto de una patología identificada en un paciente, en un concepto holístico. Cette approche globale, bien sûr, nous remet pleinement également dans le cadre de la médecine intégrative, en l'étayant par une approche très, très objective, avec des paramètres biologiques validés, reconnus, identifiés, et, je le répète, reproductibles. Parce qu'il faut qu'un paramètre biologique, on puisse l'utiliser aujourd'hui, et si je l'utilise demain, il ne va pas me donner tout à fait autre chose. Il ne va pas me dire le contraire de ce qu'il a dit la veille. Insisto en que las herramientas diagnósticas han de ser reproductibles y no sujetas al azar. Este diagnóstico biológico global va a permitir sentar las bases de un tratamiento biomimético, o sea, un modelo terapéutico adherido literalmente a los trastornos disregulatorios moleculares observados según el principio general del gen a la célula, del gen a la regulación del gen y a la célula, que va a recibir el impacto y será determinante para la expresión del fenotipo. Sinon, on est dans quelque chose qui est totalement lié au hasard, et c'est pas ça qui nous intéresse. Surtout, ce diagnostic biologique global va permettre de poser les bases d'un traitement biomimétique. Le biomimétisme, qui se réfère toujours un peu au modèle naturel qui existe. Donc, il s'agira d'un modèle thérapeutique qui va littéralement coller au dérèglement moléculaire observé, et ceci en relation avec le principe général du gène à la cellule. On essaie de regarder ce qui ne va pas au niveau des gènes, des régulateurs de gènes, et ensuite l'impact que ça a sur la cellule, qui elle va être ensuite déterminante pour l'expression du phénotype. Ce biomimétisme thérapeutique doit son existence au fond à la régulation épigénétique telle que je vous l'ai décrite tout à l'heure, qui dans le cas de la Big Med va être appliquée à l'aide d'un recours massif aux ARN non codants. Bien entendu, utilisés à des doses ultra faibles, qui se situent entre le nano et le femtogramme, et puis dynamisés selon les règles d'agitation moléculaire connues en pharmacologie traditionnelle. Este biomimetismo es esencialmente posible gracias a la regulación epigenética, tal como lo hemos descrito, y en el cuadro de la Big Med está aplicado recurriendo masivamente a los ARN no codificantes, utilizados a dosis muy débiles, entre nano y femtogramo, y dinamizados según reglas de agitación molecular conocidas en farmacología tradicional. L'usage de doses ultra faibles est une chose, mais pour qu'elle puisse, comment vais-je dire, reconnaître dans un tissu, dans un ensemble de cellules, les mécanismes moléculaires défaillants, elles doivent avoir été agitées, c'est-à-dire qu'elles doivent avoir subi un transfert de charge électronique, et donc débouchant sur un réarrangement moléculaire de manière à pouvoir s'insérer dans un mécanisme
de signalisation moléculaire défaillant. Para que estas dosis ultra débiles puedan reconocer los mecanismos deficitarios en los tejidos, han de ser agitadas, sometidas a una transferencia de carga electrónica que desencadena un proceso molecular y así podrá ser insertado en una señalización molecular deficitaria. L'utilisation systématique des ARN non codants, que je viens de vous évoquer, de plus en plus associée avec des variants de gènes impliqués dans le déclenchement d'une pathologie donnée, va permettre de recourir à la Big Med dans un très grand nombre de maladies humaines. Et ceci avec un succès grandissant, ça, je peux vous le garantir, et surtout aussi en l'absence de tout effet secondaire indésirable. El uso sistemático de los ARN no codificantes, en asociación cada vez más con las variantes de genes implicados en el desencadenamiento de una patología dada, va a permitir recurrir a la Big Med en muy gran número de enfermedades humanas, con un éxito al alza y con la ausencia de cualquier efecto secundario indeseable. Et là, nous sommes quasiment, pour l'instant, les seuls à pouvoir agir ainsi au cœur même des perturbations biologiques de nos patients, sans entraîner tout un ensemble de dérèglements, parfois les uns plus graves que les autres. De cette manière, la Big Med se révèle être une médecine personnalisée d'une extrême précision. On parle parfois justement aussi de médecine de précision au niveau biologique, dont le caractère globalisant de son approche en termes de diagnostic et de thérapeutique moléculaire lui permet de rentrer sans conteste dans le cadre de la médecine intégrative. La Big Med se revela así como una medicina personalizada, de extrema precisión a nivel biológico, cuyo carácter global de su planteamiento en términos de diagnóstico y tratamiento molecular le permite entrar sin duda en el cuadro de la medicina integrativa. Voilà, j'en ai fini. J'espère avoir retenu votre attention et je vous en remercie et vous dis peut-être à une prochaine fois. Au revoir, adios.